Vous écoutez La Voix du collectif. Bienvenue! La Voix du collectif, c'est un reportage sur les modèles agricoles en collectif, porté par l'association Paroles de paysans. Nous sommes Julia et Judith, 2 étudiantes en agronomie, et pendant 4 mois, on est en immersion au sein de collectifs agricoles. On vous invite à suivre notre expérience à travers une série de podcasts, dont voici le 3e épisode. Dans cet épisode, on se rend sur la ferme de la Berthe, dans le massif de la Chartreuse. Arrivé à Chambéry, on troque nos vélos contre de bonnes chaussures, petit écart à notre périple, pour s'éviter les montées en terrain escarpé et mieux apprécier les paysages. On passe une semaine avec les membres du collectif, à travailler à leur côté, partager des moments du quotidien, explorer leur histoire et ce qui les lie aujourd'hui. On rencontre d'abord Diane, qui nous décrit le cadre dépaysant de la Berthe. Alors moi c'est Diane, je suis chevrière à la Berthe. Je suis aussi maman de 2 enfants. J'ai 36 ans et je suis installée à la Berthe depuis 8 ans. C'est un hameau très vert avec pas mal d'arbres, avec tout le parcellaire groupé autour du hameau et entouré de bois ou de forêt. Et il y a un très gros tilleul qui trône au centre du hameau. On est encore dans les Préalpes. Depuis la Berthe, on a une vue en perspective sur la vallée des Échelles. Et puis au fond, le Grand Son et le Petit Son. Sur la ferme, de multiples activités foisonnent. Agricoles, mais pas que. Un élevage de chèvres avec transformation du lait, du maraîchage en terrasse sur une parcelle en pente, de la fabrication de jus de pomme, de la cueillette sauvage, de l'autoconstruction, du bricolage de toutes sortes et bien d'autres. On suit Diane sur ces terrains pentus où elle emmène paître ses chèvres. Moi je fonctionne avec des parcs faits avec des filets mobiles électriques et chaque jour je donne du nouveau aux chèvres à manger, donc une petite parcelle. Là on doit avoir mis 1000 mètres carrés aujourd'hui. Il y a quand même pas mal à manger sur ce petit morceau-là. Et du coup, elles ont encore d'accessible ce qu'elles avaient les 5 derniers jours. Et du coup, elles ont ce nouveau morceau à manger. Est-ce qu'il y en a une de vous qui a envie de marcher devant ? Ouais. Ouais. On passe par là et non pas par le hangar comme on a fait. Ok. Mais ensuite, quand on arrive au-dessus, tu restes entre les filets dans le couloir de filets. Okay. Tu passes le fil des chevaux, etc. Ouais. etc. Okay. Tu marches sur le chemin qui glisse. Ouais. Et tu rentres à la porte du parc. T'as vu là où j'ai réouvert la porte. Voilà. Ouais, ça marche. Donc ça trace quand même. Ah ouais. Ouais. Ok. Diane nous raconte comment le projet collectif a émergé, entre une histoire d'amitié et une volonté de se rapprocher de la terre pour mettre en pratique un ensemble de valeurs communes. Au début du début, c'était un lieu pour habiter et pour faire des choses ensemble, pour accueillir nos familles, nos amis et pour pouvoir y démarrer des activités, se tester sur des activités, notamment agricoles, mais pas que. On voulait que le lieu ait une vocation aussi culturelle. On avait déjà, dès le départ, l'idée d'avoir une dimension agricole au moins vivrière, mais vivrière de bonne ampleur, sur du petit fruit, sur des légumes, sur des fruits, sur des poules. De faire de l'attraction animale aussi, c'était quelque chose qu'on voulait faire. Ce projet, il a démarré à 8 copains. En grande partie ingénieurs de formation et du coup de rencontres. À force de se rencontrer et d'imaginer ce qu'on voulait faire ensemble, on en est arrivé au fait qu'il fallait qu'on ait un lieu pour s'essayer, s'expérimenter, se retrouver, habiter pour certains, faire des choses. Donc on est arrivé ici et en fait le bien il était mis en vente en 2 parties et l'annonce faisait part que d'une. Et on est arrivé là et on s'est dit ah bah oui c'est ça qu'il nous faut. Mais c'était tout le hameau qu'il nous fallait. Simplement c'était pas le même prix. Du coup comme dès le premier coup on s'est dit que ça correspondait exactement à ce qu'il nous fallait,
On a retourné un peu le problème dans tous les sens, en se disant comment on fait pour avoir autant de sous, et puis ensuite autant de sous pour rénover, pour créer nos activités, etc. Et là, on nous a parlé de Terre de Liens. Et on savait que Terre de Liens avait déjà été contactée par rapport à la Berthe pour éventuellement participer au projet d'achat si les porteurs de projets s'avéraient intéressés, motivés par un partenariat. Du coup, on les a contactés, on a monté un projet ensemble et Terre de Liens a acheté la partie agricole et nous, le reste. Le reste, c'est tous les bâtiments en pierre. Donc autour de ces bâtiments, on a un petit peu de terrain qui relie les bâtiments les uns aux autres, sur 1 hectare. Et on a acheté 8 hectares de forêt. Malgré les liens forts entre les membres fondateurs, des tensions sont apparues au sein du collectif et l'ont fait évoluer. Thomas, habitant de la Berthe et qui fait partie du cercle d'amis initial, nous en parle. Je suis Thomas, j'ai 37 ans et je suis habitant sur cette ferme depuis 2012, donc le moment où on l'a reprise. Et puis je suis ingénieur de formation, plutôt dans l'énergie et l'environnement. Finalement, depuis l'achat, on sentait qu'il y avait 2 écoles, entre suffisamment penser pour avant de faire et après on discutera. Voilà. Et de là, après, tout était dit et, et on aurait déjà pu, à ce moment-là, savoir qu'il y en avait des sensibilités différentes et que le fait d'être des copains ne suffisait pas pour s'assurer que ça allait bien se passer. Sauf que ça a pris quand même quelques années pour qu'on se rende compte que l'évolution des besoins des uns et des autres n'était pas les mêmes, et notamment les besoins de liberté et de confort dans l'habitat. Concrètement, absorbés par les activités des uns et des autres, il y a eu un premier litige clair qui est apparu, c'est l'inéquité ou l'inégalité sur le rapport entre le temps, le travail et l'argent. Il y a eu une première divergence lorsque certains se sont rendus compte qu'ils passaient beaucoup de temps et beaucoup plus que d'autres à mettre de l'énergie sur les communs, pendant que d'autres mettaient de l'énergie sur la création d'activités. Ces divergences de vision et de besoins ont abouti à des départs. En parallèle, Clémentine a rejoint le collectif en 2015, Joris et Fiona en 2020 et Anne-Laure et Jean Derson en 2021. On en arrive donc à la composition actuelle. Donc nous voilà de nouveau repartis. L'entité collectif a évolué. Aujourd'hui, on se retrouve donc 8 habitants et 3 enfants. Donc du même ordre de grandeur que ce qu'on a pu être dans les grandes années du début de la Berthe. Quand il y a une nouvelle personne qui rentre, il y a de la joie, il y a cette entité, tout le monde est waouh, c'est chouette. Sauf que si des éléments n'étaient pas clairs dans le collectif avant qu'il y ait des nouvelles personnes qui arrivent, en fait, suite à cette étape de vie et de joie et de plaisir de cette nouvelle configuration, en fait, les difficultés qui étaient déjà là ne vont pas avoir disparu, mais en plus vont s'être complexifiées avec l'arrivée d'une nouvelle personne. Et donc l'entité collectif prend une nouvelle forme qui devient de plus en plus complexe. Voilà, j'en arrive moi à me dire qu'il vaut mieux constituer des bases solides avec un groupe de personnes réduites avant de l'ouvrir, de manière à faire que chacun soit à l'aise avec l'entité collective. Mais alors, qu'est-ce que les membres de ce collectif partagent ? Et comment s'organisent concrètement les moments de vie collective ? On discute de cela avec Clémentine. Et du coup, je m'appelle Clémentine. Je travaille comme cuisinière dans un restaurant près de chez moi. Du coup, je suis habitante à la Berthe depuis maintenant 5 ans. Alors, les moments qu'on partage à la Berthe ensemble,
C'est beaucoup de vie quotidienne et ça se concentre beaucoup autour des repas. En général, on passe la plupart des midis et des soirées ensemble. En tout cas, il y a toujours des gens qui se retrouvent autour du repas dans la maison commune. Et après, on a un peu tous chacun notre rythme par rapport au travail et puis après aussi avec nos humeurs, etc. et qui font qu'on va plus rester dans son coin parfois. Et voilà, c'est à peu près ça. Après, ça nous arrive de faire des sorties ou de faire des trucs ensemble à l'extérieur. Et après, il y a plein de temps amicaux autour de jeux ou de films, à faire de la cuisine, parfois juste filer des coups de main à l'autre hors des temps de chantier collectif, en fait. Alors, comment on s'organise autour de ça, de la vie quotidienne ? Au niveau des repas, on paye tous comme 130 € à peu près de bouffe, en fait, par mois. Cet argent-là, en fait, tu le dépenses en général directement en faisant des courses pour tout le monde. Voilà, on tient chacun nos comptes. Alors après, on a une feuille commune. Il y en a qui le font dans leur coin. Et en fait, chaque année, on fait ce qu'on appelle une régule bouffe, où du coup, on fait une rétrospective sur l'année et on régule en fait ceux qui ont dépensé plus d'argent que les 130 € par mois. En fait, récupère de l'argent par ceux qui n'ont pas dépensé assez. Donc ça, c'est nos courses perso, mais on fait aussi un point avec ce que le collectif peut acheter aux producteurs de la ferme. Donc soit les légumes, soit le fromage, soit le jus de pomme. Et voilà. Pour illustrer tout cela, on vous propose une immersion dans un déjeuner à la Berthe, entre oseille acide et riz trop cuit. Une exception à la Berthe, où les repas sont toujours fameux. Je m'ai pas très bien vendu l'oseille, j'hésite quand même. Bah, j'ai une bouchée. C'est trop bon. Bah, c'est vraiment... Si tu veux, je peux passer un peu de la mienne. Ouais, on va faire ça. Mélange avec du riz ou avec quelque chose. Non, franchement, Ouais, ça va bien tout seul, c'est Ouais. difficile. Tu peux tout me donner si tu veux. Ok. Peut-être vraiment pas aimé. Ouais, vraiment deux bouchées quoi. Non, mais en plus j'ai bien aimé, mais vraiment c'est... Deux bouchées, c'est beaucoup en fait. Bah là j'en ai deux. Ça représente quand même un certain truc à avaler. Deux bouchées, c'est une de trop quoi. Ça. Et t'en as fait beaucoup? Non. Ça va. Ce qui est bien avec l'oseille, c'est que ça réduit. Alors, Ok. c'est bon ou c'est pas bon? C'est délicieux. Ah ouais. Voilà, chacun plupart ses des goûts. gens Hein. Ah, tu parles de l'oseille? Ouais. Ah d'accord, je pensais que tu parlais du riz grillé en dessous. Bah en fait, c'est trop étrange, c'est m'arrive, mais le riz grillé est moins bon que l'oseille. Waouh. D'habitude, c'est vraiment un truc trop ouf. Non, mais il y a trop de riz là, je crois. Ouais, ça fait un peu une couche qu'on a du mal à mâcher. Ouais. Vous écoutez La Voix du Collectif. Au fil des discussions et en passant du temps avec les membres du collectif, on comprend que les interactions sont essentiellement autour de la vie quotidienne et de moments conviviaux. C'est la dynamique opposée de celle de la ferme des Volonteux dans l'épisode précédent, où le travail liait majoritairement les membres. Malgré tout, il existe des liens entre les différentes activités de la Berthe. Alors, on a des temps de chantier collectif. Il varie en fonction de la saison. Il y a quand même une bonne partie de l'année où on va faire du bois. Et ça veut dire notamment le débarder et le tirer de la forêt. Et on fait généralement ça avec des chevaux de trait. Un chantier collectif, en général, ça dure... en général, il n'y a pas de en général, mais dernièrement, avec cette nouvelle journée en fait, qu'on s'est fixé une semaine sur 2, on est parti sur une demi-journée. En fait, on commence le matin, on a tendance à tirer jusqu'à ce qu'on mange en fait, dans l'après-midi.
Et après, selon les dispos et l'envie de continuer, on peut poursuivre aussi. Les interactions entre les différentes activités de la ferme, je dirais que ça peut être du matériel pour les marchés qui est mutualisé, des livraisons qui peuvent être en commun. Et du coup, par exemple, les maraîchers sur leur marché vont prendre des fromages de Diane. Diane, qui va faire une livraison à la Biocoop, prend aussi des légumes. Voilà, et après, ça peut être aussi des services. Par exemple, cet hiver, on a curé une lourde partie de fumier là, dans la stabulation des chèvres. Et ça, c'était pour les maraîchers. Là, cet automne, Yann et son cousin Yanis, en fait, ont refait le carrelage de la fromagerie. Ça peut être des services spontanés, c'est vraiment du don, quoi, en tant que coup de main. Où ça a pu arriver avec Diane de venir sur des périodes, en fait, régulièrement l'aider en fromagerie. Et donc là, c'était entendu que c'était un échange en fromage. Donc on tenait les heures et puis voilà. Avec Yann et Yanis pour le carrelage, ça c'était rémunéré. Voilà, je pense qu'après ça se négocie entre chaque partie en fait. Il n'y a rien qui est comptabilisé en temps. On en parle quoi depuis un moment de mettre en place une banque de temps. Ça permettrait d'identifier et en fait de faire voir tout ce qui peut être fait par les uns et les autres. Et puis de valoriser ça en fait et de pas se sentir lésé ou frustré parce que l'impression d'en faire plus que les autres et parce que ça peut je pense que ça revient pour tout le monde dans tous les groupes quoi, cette question d'investissement. Pour Thomas aussi, cette question de l'organisation et la valorisation du travail de chacun et chacune, elle n'est pas simple. C'est pourtant une question qu'on retrouve dans toutes nos relations et à des échelles supérieures. Finalement, de l'expérience du collectif et de comment on s'organise sur le rapport à l'argent, au travail, en fait, on arrive à comprendre que c'est le même sujet qui est, que ce soit à l'échelle d'une famille ou de la société. Et qu'en fait, on peut très bien vivre une vie tranquille de couple, avoir un petit boulot et ne jamais avoir à se poser ces questions. Et c'est pour ça que la société, elle est bien fichue parce qu'elle nous évite de nous prendre trop la tête. Et de l'autre côté, je trouve ça important de le vivre parce que ça fait partie de la vie et que c'est un peu comme si on nous l'avait enlevé, ce rôle-là de réflexion sur comment on s'organise. Comment valoriser le temps qui est non directement commercial. Finalement, à la Berthe, entre le travail et les moments informels, les temps collectifs sont nombreux. Clémentine nous parle de la difficulté pour trouver des moments pour soi. Je pense que ça a mis du temps en fait à se trouver. Ouais, par rapport au rythme des autres, qui est quand même pas mal effréné. Et que, à la base, dans mes idéaux de vie, en fait, comme ça allait forcément avec ralentir. Enfin, pour moi, c'est pas juste consommer différemment et faire des trucs par soi-même, mais qu'il y a vraiment un rapport au temps, en fait, et à ce que tu fais, et là où t'es, avec les gens avec lesquels t'es, où j'aspire plutôt à faire moins de choses, mais à les faire mieux. Et après, là, du coup, moi, j'ai la chance avec Yann, depuis une petite année, d'habiter à la petite maison. Et du coup, on a notre petit cocon à nous. Et pour avoir fini sur 1 année et demie dans la maison commune, ça nous fait beaucoup de bien. Et voilà, et c'est vraiment important d'avoir sa bulle à soi, en fait. Mais oui, c'est pas évident à trouver entre les temps que tu as envie et besoin de passer perso, les temps avec tes potes, avec les gens qui te visitent, les temps pour le groupe et avec le groupe, les temps en amoureux.
c'est important pour chacun et en fait, chacune arrive à trouver, j'espère en tout cas, son équilibre là-dedans, quoi. Différentes activités permettent de gagner en autonomie sur la ferme. Les productions agricoles et les transformations alimentaires, les productions de bois pour l'énergie, l'autoconstruction, etc. Mais est-ce un objectif d'être complètement autonome sur la ferme ? Déjà, on peut faire une nuance entre autonomie et autarcie. Mais aussi l'autonomie, il faudrait définir dans quel domaine on parle d'autonomie. Je crois en tout cas que c'est un leurre de penser qu'on peut avoir une autonomie culturelle. On peut envisager d'avoir une autonomie alimentaire, on peut envisager d'avoir une autonomie énergétique, mais on ne peut pas imaginer avoir une autonomie sociale et culturelle. Et je crois qu'en France, c'est même un leurre de croire qu'on peut être isolé. Voilà. Donc moi, quand je suis arrivé là, j'avais une vision beaucoup plus inquiète du monde qu'aujourd'hui. Mais quand je suis arrivé en France, c'était une évidence que c'était plutôt à l'échelle l'autonomie à l'échelle de territoire qui pouvait avoir du sens. Et participer à ça, à impulser des dynamiques et des activités qui répondent à ce besoin de recentrer l'économie et notamment de moins dépendre du pétrole. La question de l'autonomie n'était plus une recherche en soi, mais c'était plutôt une autonomie en lien avec le territoire. À la Berthe, on recherche donc plutôt une autonomie partielle, pour la satisfaction de faire des choses par soi-même. L'idée n'est pas de créer une petite bulle d'utopie, mais plutôt de participer à un maillage d'initiatives sur le territoire. On aura aussi appris qu'à chaque fois que l'on fait collectif, on sort des cadres habituels, et on doit tout reconstruire. Comment on vit ensemble, avec des besoins et des représentations différentes, comment on prend en compte l'investissement de chacun et chacune, ou comment on fait marcher l'intelligence collective pour prendre une décision. Finalement, un groupe, ce n'est pas une addition de sujets, mais une entité à part entière qui mûrit dans le temps. On repart de la ferme, heureuse des liens qu'on a noués avec les membres de la Berthe. On s'en va pleine de bons souvenirs et nos sacs lourds de fromage et de plants potagers. On se dit à très vite sur le Larzac, entre lutte paysanne et réseau de solidarité.